Il est 23 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce dernier point de l'information. Tout de suite, les titres. Conseil des ministres ce mercredi matin au palais de la présidence, sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs mesures prises à cette réunion des membres du gouvernement, notamment celle relative à la situation des forêts classées et à l'opération de passage des marchés publics pour l'année 2022. La première dame de Côte d'Ivoire, solidaire de la communauté musulmane en ce mois de Ramadan, ce mercredi à son cabinet à Cocody, Dominique Ouattara a remis aux guides et aux associations religieuses un important lot de vivres d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA. Et puis la 14e conférence des présidents d'Assemblée et de session région Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, a pris fin hier mardi. Les parlementaires des États francophones ont débattu des questions liées notamment à la sécurité et au développement sur le continent. On en parle dans quelques minutes. Voilà pour les titres. Direction donc le palais de la présidence où s'est tenu ce mercredi matin un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des mesures prises, celles donc relatives à la situation des forêts classées et à l'opération de passation des marchés publics pour l'année 2022. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. La réunion du conseil des ministres ce mercredi. Une rencontre qui, comme toujours, s'est tenue sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. Les mesures arrêtées au cours de cette rencontre sont nombreuses. Pour en énumérer quelques-unes, on retient à l'entame celle portant procédure d'immatriculation des terres. Ce décret organise à cet effet une procédure d'immatriculation simplifiée, mieux adapté aux réalités du milieu rural et propice à une délivrance massive des titres de propriété. Il précise les missions et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans la procédure, notamment celle du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, et fixe un tarif d'immatriculation à coût réduit tenant compte des réalités du monde rural. La situation des forêts classées, la réunion du Conseil des ministres s'en est préoccupée. Il s'agit notamment de ce qui prévaut dans la zone d'Abidjan et la région du Tchologo. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la redéfinition des limites de la forêt classée d'Angué-Dédou, ainsi qu'une communication y afférente. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme renforcé de protection de la forêt classée d'Angué-Dédou qui, avec la forêt du Banco, joue un rôle majeur dans la qualité de l'environnement urbain du district d'Abidjan en termes de purification de la ville et de ses environs des polluants atmosphériques liés notamment aux activités industrielles. Ce programme prévoit la construction d'une clôture ceinturant toute la forêt classée et la démultiplication de patrouilles de surveillance en vue de lutter efficacement contre les agressions liées aux activités humaines et de préserver durablement la vocation forestière et écologique de cette forêt classée. La situation des forêts classées de la région du Tchologo. Au nombre de 12, les forêts classées de la région du Tchologo couvre une superficie d'environ 268 000 hectares. Les plus connus restent les forêts classées de l'Aleraba, Koba et Nubo. Compte tenu des pressions importantes dues à l'activité humaine que subissent ces aires protégées, le Conseil a arrêté diverses mesures en vue de les conserver durablement en tenant compte du bien-être social des populations riveraines. La mise en œuvre de ces mesures, estimées à environ 2 milliards de francs CFA, comprend la délimitation de ces forêts classées, la réalisation des plans d'aménagement et le renforcement des actions
de surveillance. Autre sujet abordé au cours de cette session, c'est l'opération de passation des marchés publics pour l'année 2022. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 s'élève à 1169 milliards de francs CFA contre 854 milliards à fin décembre 2021, soit une hausse de 36,9%. En nombre, 6 330 marchés ont été approuvés à fin décembre 2022 contre 5 107 à la même période en 2021, soit une hausse de 23,9%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 64,3% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 61,2% à fin décembre 2021, soit une hausse de 3,1 points. Les procédures non concurrentielles représentent 33,1% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 35,3% à fin décembre 2021, soit une baisse de 2,2 points. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises est passée de 50,5% à la fin décembre 2021 à 46,1% à fin décembre 2022, soit une baisse de 4,4 points. Toutefois, ce taux de participation des PME à la commande publique reste supérieur au seuil minimal réglementaire qui est de 30%. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Conseil a mis un accent particulier sur l'institution des indicateurs nationaux de solidarité. L'institution des indicateurs nationaux de solidarité vise à doter notre pays d'outils opérationnels pour l'évaluation régulière de l'état de la solidarité et de la cohésion sociale afin d'orienter efficacement la prise de décision en la matière. Ainsi, en 2019, à la suite d'un processus participatif et inclusif conduit par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, l'OSCS, auquel avaient participé des experts de l'administration publique, du secteur privé, des partenaires au développement et de la société civile, 151 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale avaient été adoptés. Ces indicateurs ont été actualisés en 2022 au regard des données relevées à la pratique et de certaines contingences sociopolitiques et économiques. À l'issue des travaux, 126 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale ont été validés, dont 97 indicateurs de cohésion sociale et 29 indicateurs de solidarité, contre 114 indicateurs de cohésion sociale et 37 indicateurs de solidarité adoptés en 2019. Ces nouveaux indicateurs seront utilisés pour le calcul de l'indice national de solidarité et de cohésion sociale 2023, correspondant à la valeur de référence des progrès réalisés dans le domaine de la consolidation de la paix. 19 avril 2023, c'est la date choisie pour la prochaine réunion du Conseil des ministres. Voilà, on faisait donc le point de ce Conseil des ministres de ce 5 avril 2023 avec Jérôme Kofi Abolin. Avec Mahama Traoré, on s'intéresse à présent aux activités de la Première Dame de Côte d'Ivoire, la Première Dame qui est solidaire de la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Ce mercredi, à son cabinet, Dominique Ouattara a remis aux guides et aux associations religieuses un important lot de vivres d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA. Geste de solidarité de l'épouse du chef de l'État qui exhorte la communauté musulmane à intensifier ses prières pour le pays en cette période donc de pénitence. Une semaine, jour pour jour après son soutien à la communauté chrétienne, Dominique Ouattara ouvre son cœur aux musulmans de Côte d'Ivoire. Ces denrées composées de plusieurs tonnes de riz,
de sucre, de lait, d'huile et de pâtes alimentaires leur sont destinés. Un geste de solidarité accompli à la faveur du mois de jeûne musulman, le Ramadan. Juste vous dire merci. Merci et encore merci au nom de toutes les associations islamiques et ONG et toutes les communautés de Côte d'Ivoire. Et j'implore le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de vous couvrir de la lumière de sa guidance et sa protection et de vous accorder les mérites de ce geste de grandeur qui viendra soulager des populations vulnérables à la faveur de ce mois béni du Ramadan. L'autorité en charge des cultes en Côte d'Ivoire se joint à cet élan de gratitude, d'autant plus que la première dame de Côte d'Ivoire fait désormais de cette action une tradition à chaque Ramadan. Permettez que je me hasarde à citer le prophète de l'islam qui dit, et je cite, « Quiconque offre à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une récompense égale à la sienne sans que sa récompense ne soit déduite de celle du jeûneur. » Fin de citation. En plus, Excellence Madame la Première Dame, je peux soutenir que les leaders religieux et leurs fidèles de la communauté musulmane sont en permanence en prière à votre profit, car le Saint-Coran révèle que celui qui ne peut avoir de la reconnaissance à l'égard de son semblable, de son bienfaiteur, ne saurait nullement en avoir vis-à-vis du Seigneur des mondes. Ces vivres, d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA, seront affectés aux mosquées, aux ONG et aux associations islamiques. Le faisant, la bienfaitrice dit vouloir s'inscrire dans l'esprit de partage voulu par le Ramadan. Le Ramadan est pour la communauté musulmane une période dédiée au jeûne et à la prière. Ce mois de piété est également considéré comme celui de la charité. Durant cette période importante dans l'islam, l'expression de la générosité et du partage, notamment envers la plus démunie, est primordiale. C'est pourquoi j'ai à cœur, chaque année, d'offrir des dons à mes frères et sœurs musulmans de Côte d'Ivoire afin de leur manifester mon soutien et ma solidarité. Cette année, le Ramadan est aussi l'occasion d'un rapprochement entre les communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes dans la cohésion et la paix. À leur sentiment de gratitude, les guides religieux comblés n'ont pas manqué de formuler des prières pour la première dame, Dominique Ouattara. Au bonheur que tu as accordé à Madame Dominique Ouattara et son époux. Élan de solidarité également à Abobo. Le conseil municipal est aux côtés des familles vulnérables de sa commune en cette période donc de pénitence et de partage, période de carême pour les chrétiens, mois de Ramadan pour les musulmans. Le conseil municipal, avec à sa tête le maire Kandia Camara, a décidé d'exprimer donc sa solidarité à 4000 familles vulnérables en leur apportant de quoi vivre ce mois de pénitence en toute quiétude. On en parle avec Ahmed Traoré et Godefroy Okombawa. Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, et certains membres du conseil municipal ont rendu visite au chef de la communauté à Djoukrou et des Grands Ponts, Akbalas Henri. Ensuite, le cortège du premier magistrat de la commune s'est rendu chez Fofana Abou, victime d'un accident de la circulation et désormais privé de l'usage de ses membres. La visite s'est terminée chez le chef des sages du RHDP à Abobo Salé. Nous sommes dans la période du carême chrétien et du mois de Ramadan pour les musulmans. Nous avons voulu profiter de cette période, comme Dieu nous l'enseigne, d'aller vers nos semblables, d'aller vers les populations d'Abobo. Donc nous avons offert 45 tonnes de sucre et 18 tonnes de riz. Le conseil municipal d'Abobo a décidé d'aller sur le terrain, d'aller rendre visite à des familles, surtout à des familles vulnérables. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'aller vers près de 4000 familles. Tout cela au nom de ce mois béni de Ramadan et de cette période de carême des chrétiens pour exprimer notre solidarité. Le maire de la commune a précisé que ces dons
se font au nom du président de la République Alassane Ouattara pour les remercier des efforts qu'ils fournissent dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale. Et on change complètement de sujet à présent. La 14e conférence des présidents d'Assemblée et des sessions régions Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a pris fin hier mardi. Les parlementaires des États francophones ont débattu des questions liées notamment à la sécurité et au développement sur le continent. Notez que cette rencontre se tient en prélude à l'Assemblée régionale Afrique de l'APF. Assemblée qui aura lieu donc en mai prochain, ce sera au Niger. On en parle avec Moussa Konaté. La deuxième réunion des présidents du Parlement francophone de la région Afrique ont essentiellement porté sur les questions de paix, de sécurité et de l'environnement. Des sujets qui seront au cœur de la 29e Assemblée générale de la région Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. L'APF dont la mission est de promouvoir la paix et le développement en Afrique. Et on constate malheureusement que sur notre continent, il y a des problèmes sécuritaires qui se passent. Et je crois que d'une façon particulière, ils se sont dit cette fois-ci, nous devons davantage nous pencher sur le problème de notre continent. Et c'est important. Les questions qui touchent à la survie de l'humanité de plus en plus intéressent l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc en tant que parlementaire de l'OIF, nous projetons de transmettre nos réflexions à l'OIF qui va se charger de les implémenter et conduire certainement à des prises de décision pour le bien-être de nos différentes populations. 2 jours de débat dans une ambiance conviviale entre parlementaires. Les participants à ces assises d'Abidjan se félicitent de la bonne tenue des échanges. La conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, considérant l'engagement de la République de Côte d'Ivoire à travers les actions en faveur de la promotion de la francophonie, considérant la participation exceptionnelle d'un grand nombre de présidents d'assemblées et de sections de la région Afrique de l'APF, mais aussi la forte implication de la section ivoirienne de l'APF pour la réussite des présentes assises, exprime très respectueusement sa satisfaction et sa profonde gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, et lui rend hommage. Une motion de soutien dont se réjouit Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale réitère sa vision d'une institution parlementaire francophone engagée dans l'accomplissement de ses missions. Il faut que l'espace francophone soit une force, soit une opportunité pour chacun des États membres. C'est en cela que l'APF pourra donc reprendre toute sa place dans ce village planétaire où la compétition, naturellement, est au rendez-vous. C'est donc avec beaucoup d'espoir et comptant sur l'engagement et le sens de la responsabilité des parlementaires que nous sommes, que je voudrais formuler le vœu que cette année 2023 soit une année de restauration de la paix, de stabilité et de cohésion sociale pour le bien-être de nos populations. Fini donc les travaux de la 14e conférence des présidents d'Assemblée de la région Afrique de l'APF. Rendez-vous est donc pris pour la 29e Assemblée générale de la région Afrique, prévue en mai au Niger. Et on parle à présent de compétitivité industrielle. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a procédé le 30 mars dernier au lancement des études stratégiques pour le développement de 5 entreprises industrielles. Une occasion pour Souleymane Diarra-Souba d'indiquer l'importance de ces entreprises dans le développement donc, de l'industrie. Il invite le secteur privé à un partenariat public-privé dans l'élaboration donc, de cette étude stratégique. On retrouve Godefroy Kambawa, cette fois avec Frédéric Oulaï. Clusters industriels. Un concept pour positionner le secteur industriel comme moteur de la croissance économique. À sa simple définition, clusters renferme les notions de l'action collective et la mise en relation d'entreprises basées sur l'ancrage géographique. L'élaboration des études stratégiques pour la mise en œuvre des clusters industriels offre l'accessibilité aux marchés internationaux
pour les entreprises locales. Les études stratégiques qui seront faites et que l'ONUDI appuiera bien entendu seront de faire effectivement déjà un diagnostic qui soit un diagnostic solide. Ensuite, pouvoir mettre en place les éléments donc, de gouvernance en fait, de toute cette démarche-là et aussi de gouvernance au niveau de chacun des clusters. Nous attendons effectivement d'être approchés au sein de la Confédération patronale unique des PME pour réaliser donc ensemble ce projet assez important pour l'épanouissement des PME. Dans ce paradigme axé sur la productivité et un écosystème compétitif, le ministre Souleymane Diarra Souba invite les cabinets à un suivi efficace des études stratégiques. Nous avons identifié après étude 7 clusters prioritaires. Par rapport au développement de ces secteurs, on aura l'avantage d'avoir un document unique, un référentiel unique en matière de développement stratégique et de promotion de ces différents clusters. Et ça nous permettra de savoir en fait en termes de boussole vers quel horizon nous allons et comment nous devons y aller. Sur les 7 clusters prioritaires stratégiques définis par le PND 2021-2025, 2 ont été réalisés. Les 5 autres se feront dans les mois à venir dans les secteurs de matériaux de construction, d'ameublement, d'équipement et d'emballage. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a repris le dialogue social avec les syndicats. Ce mercredi matin, à la salle de conférence du dit ministère, les échanges ont à nouveau donc eu lieu en présence du directeur du cabinet. Au menu de ces échanges, l'établissement justement d'un planning pour les cadres d'échange et la révision du stock de revendications. C'est ce que nous dit Sephora Azegui. Si l'année scolaire 2022-2023 est toujours paisible dans les établissements scolaires du pays, c'est en partie grâce au dialogue social initié par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation avec les fêtières de syndicats d'enseignants. Ce jour, c'est la reprise des discussions entamées quelques mois plus tôt. Il s'agit pour nous d'obtenir un cadre de discussion qui permet d'obtenir des accords. Aussi souhaitons-nous avoir des interlocuteurs, une équipe du gouvernement pouvant répondre aux différentes préoccupations posées. Le préfet hors grade Raoul Kouadio, directeur de cabinet, rassure les partenaires du système éducatif ivoirien que sont les syndicats sur la prise en compte par le gouvernement de leurs revendications et doléances. Aucune décision ne sera prise sans leur contribution. Les syndicats sont des acteurs de l'école ivoirienne et nous voulons une école nouvelle. Nous voulons une école d'excellence. Donc cela ne peut se faire, selon Madame le ministre, sans que tous les acteurs soient impliqués dans le dispositif. C'est pourquoi j'ai demandé qu'ils viennent prendre leur part pour pouvoir permettre qu'on puisse réaliser cette école nouvelle, cette école d'excellence que nous voulons. Au nom de la transparence, Raoul Kouadio entend transmettre tel que reçu les revendications et doléances des fêtières à Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le meilleur syndicalisme pour l'école ivoirienne est sans aucun doute celui qui, par le dialogue permanent avec l'autorité de tutelle, arrive à obtenir des acquis en sauvegardant l'intérêt des apprenants. C'est ce qui ressort de cette rencontre de prise de contact avec les fêtières de syndicats d'enseignants. À présent, le point Covid. Un nouveau cas de Covid enregistré en Côte d'Ivoire, un guéri, 0 décès. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle appelle toutefois les populations à se faire vacciner. Faisons-nous donc vacciner pour nous prémunir contre ce coronavirus toujours présent sous nos tropiques. On en vient à présent à la Journée internationale du sport, journée célébrée tous les 6 avril à travers le monde. Ici en Côte d'Ivoire, l'événement sera commémoré le 7 avril prochain. Ce sera dans la ville de Dimbokro, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Eh bien, en prélude à l'événement, un panel a été organisé à l'initiative du ministère des Sports pour montrer tout l'intérêt de cet événement. Et c'est avec Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Esso qu'on en parle. Instituée depuis 2013 par l'ONU, la Journée internationale du sport est célébrée tous les 6 avril partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, les festivités se tiendront le 7 avril 2023 à Dimbokro, autour du thème « Marquer des points pour les peuples et pour la planète ». Mais avant cette célébration nationale, le ministère des Sports a initié un panel pour montrer l'importance de cette journée aux étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports, ainsi qu'aux dirigeants de fédérations.
et pour marquer aussi la journée internationale du sport pour le développement et la paix, nous allons lancer avec l'installation de chantier de l'Agora de Dimokro, qui aura lieu donc le 7, avec la coopération française, l'ambassadeur de France et les autorités locales. Telle est la vision de développement inspirée sous le leadership du président Alassane Ouattara. Occasion également pour les panélistes d'instruire les pensionnaires de l'INJS sur plusieurs thématiques, entre autres la sociologie et l'universalité du sport et le partage d'expériences. Il est normal qu'on puisse donc saisir toutes ces opportunités pour célébrer le sport et planter, ouvrir les axes pour démontrer que le sport est aussi une activité de développement. Le sport qui était amusement, qui était jeu, a migré pour être aujourd'hui un élément incontournable dans le développement durable. Notons que l'objectif de cette journée internationale du sport est de sensibiliser les décideurs et les partenaires du mouvement sportif sur le potentiel du sport pour adresser les problématiques de paix et de développement. Et sur le terrain politique, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, a échangé récemment avec l'ensemble des chefs traditionnels du département de Tanda, les associations de jeunesse, également les femmes. Des sujets d'intérêt commun étaient donc au centre de ces échanges. Il était surtout question du choix des candidatures à l'élection municipale à venir, comme nous le rapporte Herman Niamien. Au domicile du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dans son village à Amanvi, le roi des Brons, Sa Majesté Nana Adengra Kwasi Adjumani, le chef de province Angobia et l'ensemble des chefs traditionnels du département de Tanda, ainsi que plusieurs associations de jeunes et de femmes. Tous sont venus s'entretenir avec le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani sur divers sujets d'intérêt pour le département. En premier lieu, la question du choix du candidat du RHDP à l'élection municipale à venir à Tanda. Une question qui suscite déjà, selon eux, des grincements de dents au sein de la population. Je n'ai pu donner de réponse parce que, pour le moment, en dehors de ce que nous avons décidé au niveau de la commission régionale d'arbitrage, les dossiers sont entre les mains des responsables du RHDP. Et au moment venu, la publication va être faite et les parents sauront qui a été retenu pour être leur candidat. Un autre point à l'ordre du jour que le ministre d'État a tenu à partager avec ses parents, les projets agricoles initiés par l'État dans la région du Gontougo et surtout la fuite de la noix de cajou vers les pays voisins, principalement le Ghana. Je leur ai demandé surtout d'être vigilants par rapport à tous ceux qui font de la commercialisation illicite de nos noix de cajou et qui prennent d'autres destinations. Parce que là-bas, ils ne paient aucune taxe, alors que c'est avec les taxes que le développement se fait. Kobena Kwasi Adjumani a exhorté ses parents à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara, qui se bat comme il peut pour apporter un mieux-être aux Ivoiriens et le développement du pays. Et au regard des infrastructures construites et de certaines en cours de réalisation dans le district autonome d'Abidjan, les communautés Atié et Atchan d'Abidjan ont décidé de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ce mercredi, les têtes couronnées ont donc échangé avec le ministre-gouverneur Begré Mombé sur les préparatifs de cette journée de reconnaissance. On en parle avec Frédéric Oulaï et Issa Tchonayo. Le Grand Abidjan respire au rythme des chantiers de construction d'infrastructures, en témoignant les ponts, les routes et les stades. Des réalisations qui impactent le quotidien des populations, surtout les communautés Akie et Atchan. Pour ces réalisations, les villages bénéficiant de ce désenclavement décident de traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Depuis son accession à la magistrature suprême, tout le Grand Abidjan a changé de visage. Nos villages qui sont incrustés dans ce grand pôle ont connu aussi du développement. Devant tous ces grands bienfaits, il nous faut traduire notre reconnaissance et nos remerciements à celui qui en est l'auteur et qui n'est personne d'autre que le président de la République, Alassane Ouattara. Cet hommage est piloté par le ministre-gouverneur Robert Begré Mombé. Il exhorte les têtes couronnées à la mobilisation des populations des 24 villages Akie et Atchan. Nous nous préparons
avec le concours du Premier ministre, à rendre un vibrant hommage au président de la République pour tous les bienfaits qu'il accorde au district autonome d'Abidjan et particulièrement au groupe Aké et au groupe Akan. Dans la phase 1 de ce que nous avons appelé le projet de désenclavement, il s'est agi d'effacer l'éloignement de ces villages, l'isolement de ces villages en période difficile où la saison de pluie dérange un peu la circulation. Ce rendez-vous va se tenir dans le village d'Akeikwa, dans la commune d'Abobo. Plus de 10 000 personnes sont attendues. Robert Begrimambé profite de l'occasion pour annoncer la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de désenclavement des villages Aké et Achan. Je vous fais lecture de ce communiqué pour poursuivre. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 10 avril 2023, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et on termine en image, hors de chez nous. La Chine peut-elle jouer un rôle dans la résolution du conflit en Ukraine? C'est en tout cas ce que pense Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est arrivé ce mercredi 5 avril pour une visite de 3 jours en Chine. Le président français doit rencontrer demain, jeudi, le président chinois Xi Jinping. La Chine n'a pas intérêt à fournir des armes à la Russie, a-t-il prévenu. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.